Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, le symbole du soi et l'individuation. Voici la troisième émission que nous allons consacrer à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Je vous rappelle que lors de nos deux émissions précédentes, nous avions d'une part évoqué la place de Carl Gustav Jung dans l'histoire de la psychologie, dans l'histoire de la psychiatrie, de la psychanalyse, dans l'histoire de l'évolution de la notion d'inconscient depuis Freud, et nous avions d'autre part, dans la seconde émission, commencé à évoquer quelques-unes des notions essentielles de la psychologie jungienne, les notions d'ombre, c'est-à-dire cette part bénéfique mais le plus souvent maléfique que tout homme porte en lui mais qu'il refuse, d'autre part les notions d'anima, d'animus, c'est-à-dire la notion de la partie féminine que l'homme porte en lui et de la partie masculine que la femme porte en elle. Ces notions d'anima, d'animus qui sont essentielles dans la relation entre le conscient et l'inconscient et qui expliquent d'autre part toutes les positions amoureuses et passionnelles de l'homme et de la femme dans leur rapport. Aujourd'hui, nous allons, avec cette troisième émission, aborder les notions d'individuation et du soi. Pourquoi cet ordre chronologique? Eh bien, parce qu'il est essentiel pour l'homme, tout d'abord, d'intégrer cette partie le plus souvent maléfique dont nous parlions à l'instant sous le nom d'ombre, de l'intégrer et de l'accepter en lui, de la connaître tout d'abord bien à fond, ceci est entendu, puis ensuite de l'accepter comme je disais, car dès l'instant que l'homme est un tout, qu'il s'accepte comme il est, dans sa partie la plus heureuse, celle que nous montrons à la société, que nous montrons à nos semblables, parce qu'elle est la plus avantageuse, dès l'instant que l'homme à côté de cette part bénéfique, heureuse, accepte également ce qu'il y a en lui de mal, ne le projette pas sur son voisin ou, dans le cas des nations ou des doctrines, ne le projette pas sur leur ennemi, il est bien évident qu'à ce moment-là, l'homme est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Et il peut alors, au début de la seconde moitié de sa vie, il peut alors aborder la relation avec l'anima. Car qu'est-ce que l'anima? L'anima est cette partie féminine, comme je le disais, que nous portons en nous, qui biologiquement peut être trouvée dans le fait que le fœtus, dans les premières années de la vie intra-utérine, est bisexué et que ce n'est qu'à un certain degré de développement que le sexe se précise, que par conséquent nous conservons dans notre équilibre physiologique des traces des deux sexes, le masculin et le féminin. Donc cet anima part féminine que nous ne pouvons pas nier, et également un pont, une relation avec notre inconscient. Et l'homme, lorsqu'il aborde la seconde partie de sa vie, ne peut pas échapper à cette relation avec l'inconscient. Ou bien, s'il la refuse, alors se présentent les pires névroses, les pires dangers, pouvant aller jusqu'à des maladies psychosomatiques d'ailleurs, comme l'infarctus du myocarde. La totalité de l'homme, acquérir la totalité de l'homme, est donc une fonction essentielle pour lui, et qui fait peur a priori. Jung nous le rappelle dans l'ouvrage Ma vie, lorsqu'il dit: lorsqu'il y a du vécu intérieur, lorsque pointe ce qu'il y a de plus personnel dans un être, la plupart sont saisis de panique et beaucoup s'enfuient. Le risque de l'expérience intérieure, de l'aventure spirituelle, est étranger à la plupart des hommes. C'est hélas une constatation que nous sommes amenés à faire quotidiennement. Nous apercevons des êtres, hommes et femmes, nous sommes étonnés de les voir rester dans un certain état d'enfance, de naïveté, de fausse naïveté et de fausse fraîcheur enfantine et un certain état d'inconscience. Eh bien, c'est un refus de l'individuation, c'est un refus de la maturité. Et voici une autre définition que Carl Gustav Jung donne dans la guérison psychologique. J'emploie l'expression d'individuation pour désigner le processus par lequel un être devient un nain, trait d'union d'individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. C'est une définition que je vous avais déjà donnée lors d'une précédente émission, mais il était bon tout de même de la rappeler. Au cours de cette troisième émission, nous serons également appelés à évoquer la notion de soi. Disons simplement tout de suite que le soi, c'est la totalité de l'homme, c'est-à-dire non seulement
la partie consciente avec le moi, mais également toute cette partie inconsciente qui se manifeste par exemple par les lapsus, par des changements brutaux d'attitude, des affects d'émotions que nous ne nous expliquons pas nous-mêmes le plus souvent, toute cette vie de l'inconscient, mais qui ressort le plus souvent malgré nous. Revenons donc à ce qui constitue la première partie de notre émission d'aujourd'hui, à l'individuation. Et je vous propose d'écouter un document que j'ai recueilli à Zurich auprès de Madame Yolande Jacobi. Elle nous fournit tout d'abord quelques généralités sur la notion d'individuation et nous rappelle ce qui est essentiel, que le phénomène de maturation, le phénomène d'arriver à l'état d'adulte est un phénomène dans la nature. Cette idée d'individuation est pour Jung un processus qui accompagne tout ce qui est vivant. Il y a l'individuation naturelle que vous trouvez dans les plantes, que vous trouvez dans les fruits, que vous trouvez même dans les cristaux, parce que tout mature. Chaque personne vivante mature. Mais il y a des maturations qui se font comme ça, n'est-ce pas, comme une montagne tout à fait plate, une petite colline. Il y a des maturations, n'est-ce pas, qui vont très haut, et jusqu'à la fin de la vie, montent et montent, toujours, en développant l'esprit et les qualités psychiques, en rendant conscients les traits cachés de la psyché, et avec cela, accomplissant, pour ainsi dire, le développement de la personne. Alors on pourrait dire qu'il faut distinguer entre l'individuation naturelle qui se fait d'elle-même, qui est le processus de vieillir ou de maturer de tout ce qui vit, et la maturation, le processus d'individuation qui est aidé et poursuivi par une technique spéciale développée par Jung. C'est un chemin qui va vers un but. Ce but est naturellement d'élargir le plus possible la personnalité en ajoutant à la connaissance du moi, au conscient, n'est-ce pas, tout ce qui est caché. Mais on ne peut pas tout faire conscient, ce qui est inconscient. Et chaque personne a une certaine limite d'être élargie ou de se développer. Et pour cela, si on suit cette technique analytique vers la totalité de la psyché, qui est le but du processus d'individuation, il faut être très prudent, parce que pas chacun peut supporter chaque élargissement. Jung a dit individuation, c'est un but vers lequel on va. Mais peut-être personne jamais ne l'atteindra tout à fait. Mais il faut tout de même se poser une question. À quel âge atteint-on cette individuation? Car enfin, si elle est un processus chronologique dans la vie, il doit bien y avoir un moment où elle apparaît. J'ai rencontré le docteur Heinrich Firtz, qui est médecin directeur de la clinique et du centre de recherche Carl Gustav Jung à Zurich. Et je lui ai demandé précisément à quel âge apparaît donc la maturation, l'individuation. Dans la vie de chaque homme, il y a un appel. En général, cet appel commence à se consteller à 32 ans. Il est constellé à 36 ans. S'il n'est pas répondu en 57 ans, l'homme est perdu. Pour donner une réponse, l'homme doit apprendre deux choses. Il doit être capable, au moins pour quelques minutes, d'être seul avec soi-même. S'il ne supporte pas soi-même seul, il est perdu. Et pour arriver à un progrès, il doit apprendre à supporter des tensions intérieures et extérieures, des tensions psychiques.
cette réponse est assez schématisée, mais c'est ma réponse. Lorsque nous aborderons les notions d'archétype, nous verrons que nous retrouvons dans toutes les littératures, dans toutes les mythologies, dans tous les contes, dans tous les symboles, nous retrouverons des figures de ce processus d'individuation. Dans l'immédiat, nous revenons à Yolande Jacobi à Zurich, et elle nous fournit 2 cas très précis de mythes, d'archétypes, de symboles dans le processus d'individuation. J'ai discuté ça longuement avec Jung, parce que je ne pouvais pas croire, n'est-ce pas, que dans la première partie de la vie, rien n'arrivait. Et ainsi, nous sommes arrivés avec Jung ensemble, et ça j'ai justement écrit dans mon livre, à ce point que la première partie de la vie avait un autre signe que la deuxième partie. Et c'est très intéressant que si vous cherchez des parallèles mythologiques au processus d'individuation qui existe, naturellement, il y en a beaucoup, vous trouverez des différents mythes pour la première partie et la deuxième partie. La première partie consiste justement de cette éducation du moi pour être assez indépendant et assez fort, de se distinguer du soi et d'être assez haut, sorti des ténèbres de l'inconscient pour se sentir individuellement. Et pour cela, il y a le mythe, par exemple, de Marduk et de Tiamat, c'est un mythe babylonien de la création du monde, par lequel le héros du soleil, avec ses rayons, coupe Tiamat, qui est, pour ainsi dire, n'est-ce pas, la nuit, en morceaux, pour que le monde soit né, pour qu'on puisse distinguer. Par exemple, si des rayons de soleil entrent dans une chambre sombre, on puisse tout à coup distinguer les choses qui s'y trouvent. Mais pour la deuxième partie de la vie, quand ce moi est déjà assez fort, alors il doit chercher de nouveau ses racines. Il doit se retourner vers ces ténèbres duquel il est sorti. Et alors, il doit rencontrer le soi. Et ça arrive quand vous prenez comme parallèle le mythe de Jonas, par exemple. C'est le grand poisson, le grand monstre qui avale le moi. Ainsi que pendant un certain temps, le moi est tout à fait déséquilibré et a perdu son indépendance parce qu'il a été avalé par la nuit ou par le ventre. Et là, il souffre tellement en rencontrant les archétypes, les monstres, la sombreté et tout ça, qu'il devient sage, qu'il devient religieux, qu'il rencontre la peur de la mort, et en renaissant, en ressortant de cette nuit dans laquelle il était dans le ventre du poisson, il n'a plus de cheveux, et il est devenu sage, et il est rené. Les auditeurs qui aujourd'hui écoutent pour la première fois se demander vers quel domaine faussement spiritualiste nous les entraînons. Je crois nécessaire de me répéter et de dire que Carl Gustav Jung est avant tout un médecin, est avant tout un psychologue. Voici d'ailleurs ce qu'il écrit dans Ma vie. Je ne me sens aucune vocation ni pour instaurer une religion, ni pour en professer quelqu'une. Je ne cultive aucune philosophie, mais pense seulement être un bon médecin de l'âme, et ce, dans les limites de la tâche particulière qui m'incombe. Telles sont les dispositions que j'ai trouvées en moi, et en les réalisant, j'assume ma fonction de membre de la société humaine. Rappelons que Carl Gustav Jung, tout au long de ses études, de ses recherches, s'est aperçu que l'étude de la psychologie, l'étude de l'inconscient débouchait sur les mythes, les religions, la philosophie. Il a donc étendu son champ de connaissances, son champ de recherche. Mais, rappelons-le une fois encore, il s'est toujours refusé absolument à être ou un philosophe, ou un théologien, ou un doctrinaire.
Mais ce problème d'individuation, c'est un problème que recherche aussi bien l'homme oriental que l'homme occidental. Nous pouvons même dire que l'homme oriental l'a jusqu'ici beaucoup plus recherché que l'homme occidental. Quelles sont donc les différences entre l'Orient et l'Occident? C'est une question que j'ai posée à Étienne Perrault. Il faut nous dire, et répéter en cela les propos de Jung, l'homme est identique sous toutes les latitudes et dans toutes les époques. Et le développement de l'homme, ou plus exactement le but de l'homme, est partout le même. Il emploie à ce sujet la comparaison de l'oiseau tisserand. Il dit, l'oiseau tisserand fait aujourd'hui son nid comme il le faisait il y a 3000 ans, et il le fera dans 3000 ans encore de la même manière. Il emploie cette comparaison car on a ici affaire à l'instinct, c'est-à-dire à une zone de l'activité humaine qui n'est pas la zone rationnelle, et le processus de la nature, le processus profond qui se déroule dans la réalisation qui permet à l'homme de dépasser le stade rationnel, est une sorte d'instinct supérieur. Et Jung emploie cette expression. Un instinct supérieur qui correspond au-delà du niveau de l'homme empirique, de l'homme rationnel, à la démarche de l'instinct inférieur qui est à l'œuvre chez l'animal. Les enseignements, qu'ils soient occidentaux et orientaux, sont d'accord pour déclarer que la réalisation de l'homme ramène l'homme au stade de l'enfance. Mais une enfance qui est vécue en pleine conscience, et c'est là toute la différence, comprenez-vous, en pleine conscience et non pas dans l'inconscience qui est celle du nourrisson. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, la différence entre l'Orient et l'Occident est celle-ci. L'Orient est demeuré, dans un grand nombre de cas, à un stade qui est très proche de l'inconscient. Et l'homme avait à parvenir à une conscience, un degré de conscience plus élevé, en se distinguant des zones inconscientes qui sont à la base de la psyché. Chez l'occidental moderne, au contraire, tel que Jung le prend empiriquement et tel qu'il a à le traiter et à l'aider dans les problèmes qui sont les siens, il s'est séparé à l'excès des racines et il doit revenir à un contact avec l'inconscient qui est à la fois l'accomplissement ultime de sa personnalité, de son individualité, qui est l'accomplissement de son individuation. Nous avions vu au cours de notre émission précédente l'appel que représentait l'anima, la part féminine dans l'homme. Je vous en propose une illustration. Vous ne me suivrez peut-être pas. C'est le Bacanias Brasileiras numéro 5 de Villa-Lobos.
Inutile de rappeler l'importance révélée du rêve grâce à Sigmund Freud. Lors d'une émission prochaine, nous étudierons ce qu'est la notion du rêve dans la psychologie jungienne, et en particulier l'importance des figures archétypiques qui apparaissent pendant le rêve. Mais pour demeurer aujourd'hui au sujet de la première partie de cette émission, c'est-à-dire à l'individuation, j'ai rencontré le docteur Pierre Solier, qui est un spécialiste en psychologie analytique jungienne. Je lui ai demandé d'évoquer pour nous le rêve d'une femme qui traverse cette période d'individuation. Une femme de 45 ans environ, et qui traverse en ce moment cette fameuse crise d'individuation qui correspond à peu près en effet à l'âge de la ménopause chez la femme, de l'andropause chez l'homme. Je dis crise car c'est le moment en effet où elle commence finalement, puisqu'on va la voir se poursuivre tout au long de la vie jusqu'à la mort et même probablement après la mort. Voici ce rêve. Je suis assise sur un petit muret. Un jeune éléphanteau joue près de moi en me poussant parfois. Il n'y a aucun danger, c'est même une relation affectueuse. Mais derrière moi, à une certaine distance, un groupe de lions sont tournés vers moi et rugissent de temps en temps. Je suis partagé entre l'attrait, la sympathie pour ces fauves et la pensée logique, somme toute, que d'une seconde à l'autre, pour une raison imprévisible, un de ces fauves peut se jeter sur moi et me déchirer. Je me demande s'il ne serait pas plus prudent de fuir. Un homme qui était à côté de moi s'enfuit d'ailleurs et se cache dans un trou. Elle associe là-dessus, bien sûr, sur la seule chose où elle puisse associer au niveau personnel, c'est que cet homme lui évoque son mari avec lequel elle a en effet de gros problèmes, avec lequel elle avait, je dois dire, surtout de très gros problèmes. Ça va déjà mieux actuellement après un peu plus d'une année et demie d'analyse, mais c'est un homme en effet qui la laisse facilement se débrouiller toute seule, un homme qui n'a pas assumé auprès d'elle son rôle. À la suite de ce rêve d'ailleurs, d'une manière à peu près concomitante, elle fait celui-ci. Je vois un petit enfant au bord d'un quai et qui se jette à l'eau. J'ai l'impulsion de plonger pour aller le chercher. Je le fais et le sauve. Voici précisément, après ce rêve de l'éléphanteau, après ce rêve des fauves, même des fauves qui finalement ne la touchent pas, c'est simplement sa logique dans le rêve qui sème quelques craintes chez elle. Ce rêve où l'homme personnalisé dans le mari, mais qui ne convenait pas précisément à son archétype d'animus, qui n'était pas fait pour elle, du moins sur ce mode de relation, le mode de relation qu'ils avaient eu jusque-là, on voit apparaître l'enfant précisément qu'elle sauve, qu'elle va tirer de l'eau, c'est-à-dire précisément de l'inconscient. Et l'on sait bien aujourd'hui, après Jung, que le rêve d'enfant, précisément, est un rêve de soi, de ce que Jung a appelé le soi, et qui est un prélude, pour le moins, à l'individuation. Voici donc chez cette femme un début, un net début même, d'intégration de cet animus, dont les archétypes sont ici, successivement, l'éléphanteau, les lions, l'homme qui fuit et l'enfant. Nous allons maintenant étendre la notion d'individuation à un domaine très délicat, disons-le tout de suite, le domaine de l'immortalité, le domaine de l'éternité et par conséquent le domaine religieux. Une de nos émissions sur Carl Gustav Jung sera entièrement consacrée aux problèmes religieux dans la psychologie jungienne. Ici, il s'agit uniquement d'envisager l'individuation sur le plan de l'immortalité. Ce qui nous autorise en premier lieu à cette étude, c'est un extrait de La dialectique du moi et de l'inconscient, où Carl Gustav Jung écrit « Remarquons que l'individuation
se confond en même temps avec l'idéal chrétien originel du royaume des cieux qui est en nous, entre guillemets. L'idée de base sur laquelle s'est édifié cet idéal est que l'action et le comportement juste ne peuvent résulter que d'une droiture d'esprit et d'un état d'âme sain, et qu'il ne saurait y avoir de guérison et d'amélioration du monde qui ne prennent leur point de départ dans l'individu. En Orient, il s'agit d'éviter les réincarnations successives, par conséquent d'éviter le malheur qui est attaché à l'incarnation, qui est attaché à la vie terrestre. En Occident, dans le christianisme, il s'agit, par la perfection d'une vie terrestre, d'accéder à l'éternité, à la réincarnation définitive et à l'immortalité. Peut-on dire que l'homme qui atteint l'individuation, qui par conséquent a répondu au principe vital qui était en lui, l'homme qui a, à travers la souffrance, car rien ne se fait sans souffrance, l'homme qui a accepté de trouver la plénitude de son soi, est-ce que cet homme, nous pouvons poser la question, est-ce que cet homme a atteint la condition indispensable et nécessaire pour figurer dans l'immortalité, pour figurer par conséquent dans l'éternité, dans la plénitude de son être? Vous voyez l'extension qui est donnée à l'étude psychologique de Carl Gustav Jung. Mais il faut encore bien rappeler que Carl Gustav Jung s'est toujours refusé à donner une réponse à ces questions, qu'il n'est pas un théologien, qu'il n'est pas un doctrinaire, qu'il se borne à constater les questions que lui ont posées ceux qui venaient le consulter. Sur ce problème, délicat entre tous, j'ai interrogé Yolande Jacobi, toujours à Zurich. La deuxième partie du processus d'individuation, qui en vérité est une maturation pour rendre l'homme capable de rencontrer la mort comme individu indépendant et humble, donc d'accepter sa fin. Et de ce point de vue, on peut dire que le processus d'individuation est un processus religieux. À Paris, à Élie Imbert, j'ai posé à peu près la même question. Élie Imbert, en fait de jugement dernier, est-ce qu'il y a là aussi une notion de l'individuation, de la maturation, de la plénitude de l'être? Vous posez là, bien sûr, une question fondamentale. Enfin, fondamentale, c'est même pas fondamental, en le sens que c'est la question qu'on se pose pour vivre. La maturation de l'individu ne se fait pas au niveau de ses dons. Elle ne se fait pas au niveau de son intelligence, elle ne se fait même pas au niveau de ses dons de cœur, ou de ses dons d'intuition, ou de ses dons d'organisation. C'est pas ça qui fait un individu mûr. Peu importe finalement qu'il soit très doué ou pas très doué. Ce qui fait un individu mûr, ce qui fait sa maturité, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, et qui est précisément de l'ordre de la conscience de soi. Cette conscience de soi n'étant pas une forme intellectuelle. Il ne faudrait pas le comprendre comme ça. C'est de l'ordre de la présence à soi-même, et en même temps, corrélativement, parce que les deux ne peuvent pas être séparés, de la présence aux autres. C'est de l'ordre de cette qualité, de cette unité de présence, à la fois dans la permanence et dans le changement. Or, l'histoire montre que le processus par lequel se dégage cette présence à soi-même, que nous appellerons conscience de soi, le processus par lequel ça se dégage passe par une crise profonde, passe par une désidentification d'avec tous les dons, une désidentification d'avec toute la matière psychique dont je suis fait, perte d'identification avec le milieu parental, mais pas seulement avec le milieu parental, avec le milieu culturel, perte d'identification avec le langage, perte d'identification avec les souvenirs, perte d'identification avec mes sentiments ordinaires, et on passe là par une longue traversée nocturne. Au terme de cette traversée nocturne, se produit l'affermissement, on sera très tenté d'appeler ça comme une naissance, se produit l'affermissement de cette présence irréductible à moi-même et aux autres que je suis. Et là,
on retrouve ce qui a été projeté dans de nombreuses religions sous le motif de la deuxième naissance ou de la seconde naissance. Ce que le catholicisme a projeté après la mort, justement, comme vous le disiez, après le jugement dernier, comme s'il s'agissait d'une sorte d'entrée au paradis. L'observation psychologique tend à nous faire penser que cela se produit au cours de notre existence. Cela peut se produire au cours de notre existence terrestre. Et il semble bien que là naisse quelque chose qui est irréductible, qui n'est plus simplement du collectif, qui n'est plus les dons que nous avons. Ça, c'est d'ordre collectif. Notre intelligence elle-même, dont certains sont si fiers, à laquelle certains s'identifient, c'est encore de l'ordre du collectif. Les sentiments que nous avons sont très souvent, très largement, simplement de l'ordre du collectif. Mais dans cette présence naît autre chose. Et on peut, en le considérant comme une naissance, la naissance d'une autre réalité, on peut à ce moment-là peut-être, en tout cas pour ma part, j'allais dire, c'est ce que je crois, avec toutes les nuances de l'expression, je crois, c'est ce que je crois, c'est qu'il y a là un élément de réponse à la vieille question de l'immortalité. Non pas du tout que ça permette de ne pas mourir physiquement, notre corps est soumis à certaines lois biologiques et il n'est pas question d'y échapper. Mais il est question de ce qui se passe peut-être après. Et je crois que ce processus d'individuation, quand il arrive à la naissance, c'est ce qui ensuite va permettre une histoire. Si on se permettait d'être brutal, peut-être devrait-on dire que dans une grande part de l'humanité, il ne se passe rien. C'est-à-dire, il ne se passe rien d'autre que de collectif. Et que, pour certains, au terme de cette maturation dont vous parliez, se fait la naissance d'autre chose, qui échappe au collectif, qui est de l'ordre de l'unité individuelle ou personnelle, mais ceci n'a rien à faire, si on emploie le mot personnel ici, ça n'a rien à faire avec un personnalisme comme nous l'avons connu en philosophie ou en psychosociologie ces dernières décades. Il se passe quelque chose de l'ordre de l'unité qui sort du collectif, et c'est cette unité-là qui ensuite peut-être continue son histoire au-delà de la mort du corps. C'est en cela que le processus d'individuation est peut-être la préparation d'une autre histoire, la condition sine qua non pour qu'il y ait de quoi avoir une autre histoire. Je vais anticiper quelque peu sur notre émission future qui sera consacrée à la notion divine dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Mais en trait d'union avec la seconde partie de notre émission d'aujourd'hui, qui va être consacrée à l'étude de la notion du soi, voici un document recueilli à Londres auprès du docteur Gerhard Adler. Here we have a direct connection with the images in religion. And here lies Jung's immediate contribution to the problem of modern religion and of the... C'est là que se trouve le lien entre les symboles religieux et la contribution de Jung à la religion moderne et au problème de l'homme moderne dans ses rapports avec la religion. Nous savons tous que beaucoup de gens émettent de vives critiques sur les valeurs religieuses traditionnelles. Mais il me semble en même temps que parmi eux, nombreux sont ceux qui tentent de retrouver de nouvelles valeurs personnelles. Jung a dit un jour que l'homme moderne avait besoin de quelque chose de plus que la foi, l'amour et l'espoir. Le quatrième élément qu'il faut ajouter, c'est l'expérience. L'homme moderne a besoin d'expérimenter avant de croire, avant de pouvoir adhérer à toute valeur religieuse qui lui est offerte. C'est là-dessus que repose la crise actuelle de la religion traditionnelle, et en même temps l'espoir d'une nouvelle religion authentique qui prendra sa source dans l'expérience de l'homme et dans la recherche qu'il poursuit de son indépendance. Jung a expérimenté cela de la manière suivante. Pour lui, le soi, c'est l'archétype de Dieu. Il nous faut ici éviter un grave malentendu qui a fait beaucoup de tort à la connaissance réelle de la pensée jungienne. Jung ne dit pas que le soi est Dieu, mais simplement que le soi est l'archétype de Dieu.
Et en d'autres termes, c'est une idée inconsciente, une image inconsciente de la psyché qui est plus vaste que le moi. Jung a parlé du Dieu intérieur. Le soi, c'est l'expression de ce Dieu intérieur que l'homme tente de découvrir, qu'il doit retrouver avant d'être capable de croire. C'était un extrait de l'hymne Sacris Solemnis, grand motet de Michel Richard de Lalande. Quelle définition donner du soi? Revenons toujours à un ouvrage de Carl Gustav Jung, L'homme à la découverte de son âme. Il écrit « Le soi, qui se manifeste en nous à travers notre existence individuelle, est différent du moi. Le soi est notre totalité psychique, faite de la conscience et de l'océan infini de l'âme sur lequel elle flotte. Mon âme et ma conscience, voilà ce qu'est mon soi, dans lequel je suis inclus comme une île dans les flots, comme une étoile dans le ciel. Ainsi le soi est infiniment plus vaste que le moi. Le soi, c'est donc toute notre partie consciente, acceptée, et c'est en plus toute notre partie inconsciente. Yolande Jacobi apporte des précisions à cette première approche de l'étude du soi. Et Jung mettait la grande importance sur l'éducation du moi et sur la fortification du moi qui doit devenir indépendant des couches inconscientes et le soi qui est pour ainsi dire chez Jung le centre de la psyché dans lequel se miroite l'image de Dieu. Les bouddhistes ont comme but que le moi doit tout à fait se défaire et disparaître. Plus le moi disparaît,
le mieux le Atman devient le seul maître. Donc la dissolution du moi est la demande première pour que l'Atman ou le soi puisse régner la personne. Chez Jung, c'est juste le contraire. Entre le moi et le soi, il faut qu'il y ait une sorte de relation mutuelle, et le plus grand danger est si le moi se dissolue et est avalé ou surpassé par le soi. Parce qu'alors on a la grande inflation. On devient, par exemple, comme Hitler était, qui avait perdu son moi. Les orientaux veulent perdre l'identité de moi et tout à fait se plonger dans le monde du soi, c'est-à-dire du divin. Alors Jung a même dit qu'il c'était pas bon pour les Occidentaux d'imiter les exercices orientaux parce que la psyché occidentale est beaucoup plus développée et sa base est tout à fait différente que celle des orientaux qui sont moins conscients. Donc, ils ont une plus grande facilité, n'est-ce pas, de tomber tout à fait dans cette couche où tout dépend du métaphysique ou du divin, comme vous voulez. Et ça, c'est quelque chose que les orientaux ne veulent pas accepter. Par exemple, Vasavada, j'avais une grande discussion avec lui quand je lui ai dit que, vous savez, vous pensez, si une fois vous êtes illuminé, alors vous êtes sauvé, vous êtes en ordre, vous êtes ressorti, n'est-ce pas, de la vie terrestre de chacun. Et nous ne pensons ça jamais, parce que si une fois nous avons rencontré le soi, il faut que le moi puisse aussi se distinguer du soi. Mais après avoir fait l'expérience qu'il existait ce soi, qu'il y avait en chacun de nous quelque chose de divin avec lequel nous pouvons entrer en contact, c'est une aide qui ne nous permet plus de perdre notre confiance dans nous-mêmes et dans la vie. Je vous rappelle que Yolande Jacobi, viennoise qui avait fui l'Autriche au moment de l'arrivée des troupes hitlériennes et qui était venue à Zurich, qui a fait ses études de médecine auprès de Carl Gustav Jung et qui pendant toute sa vie a suivi de très près l'œuvre du maître, créant d'ailleurs l'Institut Carl Gustav Jung à Zurich. Yolande Jacobi donc a fait paraître 2 livres qui permettent une approche plus précise de l'œuvre de Carl Gustav Jung. Il s'agit de La psychologie de Carl Gustav Jung et Complexe, archétypes et symboles. Je vous propose maintenant d'écouter Marie-Madeleine Davy, qui est maître de recherche au CNRS à Paris. Marie-Madeleine Davy a rencontré Carl Gustav Jung une fois dans sa vie. Elle a bien voulu me faire une longue relation fort émouvante de cette rencontre. Nous allons écouter un extrait de cette relation qui nous apporte une notion essentielle, celle de la souffrance que l'on ne peut éviter, et également qui nous permettra une ouverture sur notre émission à venir en ce qui concerne les archétypes, puisque là, Marie-Madeleine Davy va nous parler du puer aeternus, l'enfant divin. Il n'y a aucune possibilité de faire naître l'enfant divin sans passer par le déchirement, par l'écartèlement de la souffrance. Et cette souffrance a 2 dimensions. Elle est d'abord une dimension du monde, et puis une dimension cosmique. Que signifie cette dimension du monde? C'est le monde qui passe. C'est le monde auquel on ne peut pas s'attacher car on est tout le temps coupé de lui. C'est le monde que l'on voudrait étreindre et au moment où on croit l'enserrer entre ses bras, il fuit. C'est pourquoi le Christ ne prie pas pour le monde, car le monde est l'illusion. Il n'a pas de réalité. Il y a une autre dimension qu'il faut trouver, qu'il faut chercher, qui ne s'impose pas, que l'on quête. Cette dimension, c'est le cosmos. L'homme, par la maîtrise de son psychisme, par la maîtrise de ses instincts, fait naître en lui des sens nouveaux. Et je me souviens qu'à ce propos, il m'a cité un texte d'Origène,
disant que quand les sens extérieurs s'amenuisent, quand l'homme n'est plus curieux par son regard, curieux par son oreille, alors les sens intérieurs naissent. L'homme a un regard qui voit la beauté dans un être, qui voit sa puissance, qui voit ce qu'il va devenir. Quand je dis puissance, je n'entends pas force. Je veux dire par là qu'il est en puissance de, qu'il est en possibilité de. Il m'a parlé surtout de l'oreille intérieure, me disant que quand ces sens extérieurs s'amenuisent, quand cette dimension cosmique va naître, l'oreille intérieure perçoit. Elle perçoit la beauté. C'est-à-dire que l'oreille, d'une certaine manière, devient œil. Et comme il savait que j'étais médiéviste et que je connaissais les textes mystiques du XIIe siècle, il m'a cité, par exemple, Hildegard de Bingen, disant « Tout en moi devient oreille. Mon cœur est oreille. Mon mental est oreille. J'entends, j'écoute. Et qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que j'écoute? La dimension cosmique qui est en moi. Ce microcosme qui est en quelque sorte la totalité de tous les mondes. Le ciel, l'enfer, ce sont des symboles, puis la terre. Il y a en moi les forêts, il y a en moi le bruit de la mer, il y a en moi le chant, le poème des sphères. Et dans la mesure où j'entends, dans la mesure où j'intègre cette dimension cosmique, alors je me raccroche au grand monde, c'est-à-dire au macrocosme. Et c'est seulement quand cette dimension du monde dans sa totalité est aimée, donc est comprise, quand il y a une connaissance, c'est-à-dire que je nais avec cette compréhension de la beauté, je nais à une dimension de la mer, MER, des forêts, des arbres, du vent, du chant des oiseaux, alors la terre m'appartient. Et Jung de me dire, la période qui précède est une période de douleur parce qu'elle est une période de nudité. Nous avions tout à l'heure, avec le docteur Pierre Solier à Paris, évoqué un cas typique d'individuation dans un rêve féminin. Maintenant, c'est avec le docteur Adler à Londres que nous évoquons un cas typique, un symbole du soi dans un rêve. To Freud, the dream was a pathological product of the psyche. To Jung, it is the expression of the self-regulation. Pour Freud, of le rêve est un produit pathologique de la psyché. Pour Jung, c'est l'expression de ce système autorégulateur de la psyché grâce auquel l'homme trouve la réponse à beaucoup de ses problèmes. Je pourrais peut-être vous raconter de rêves faits par une femme d'environ 46 ans. Une femme à la fin de la quarantaine et dans lesquels ce symbolisme transparaît d'une manière assez claire. Dans le premier, elle rêvait d'une maison ou d'un jardin dont elle voyait le plan. Il lui manquait encore un certain nombre de choses, mais avant que l'on puisse le compléter, il fallait tracer tout autour du plan un cercle, une sorte de boussole avec les 4 points cardinaux. Quand elle raconta ce rêve, elle fut catégorique. Ce qui manquait sur ce plan, c'était des parties d'âme, des morceaux de son existence qui devaient être rassemblés avant de pouvoir être intégrés à une personnalité totale. Mais le plus important dans ce rêve, c'était sans doute la signification de cette boussole que l'on devait dessiner avant de pouvoir insérer les pièces manquantes à leur juste place. Et de nouveau, cette femme n'avait aucun doute sur la réponse. Elle sentait que ce cercle et la ligne d'horizon symbolisaient un plan ayant une orientation plus vaste. C'est son expression, une orientation plus vaste ou une orientation cosmique.
Et encore une fois, elle était certaine de la signification que cela pouvait avoir. Cela signifiait qu'avant que la personnalité totale qu'elle représentait soit complète, elle devait trouver une autre direction, une dimension plus large à sa vie. Nous pouvons comprendre cela comme le besoin de quelque chose qui transcende ses limites personnelles et se réfère à un archétype ou à un symbolisme religieux. Peu de temps après, elle vit un autre rêve qui clarifie encore les choses. Dans ce second rêve, elle voyait son visage comme dans une glace. Mais en fait, il n'y avait pas de glace, et ce n'était pas réellement son propre visage qu'elle voyait. Elle savait cependant que c'était elle. Mais la figure qu'elle regardait était beaucoup plus éthérée, beaucoup plus mystique, beaucoup plus fine, et portait une expression d'intensité et de sagesse qui dépassait de loin celle de son visage réel. Pour éclairer la signification de ce rêve, je voudrais faire un bref parallèle avec le bouddhisme chinois. On retrouve dans le bouddhisme chinois cette idée de regarder à l'intérieur de soi-même, de tourner sa propre lumière vers l'intérieur de soi-même, découvrant par là ce que la philosophie chinoise nomme le visage intérieur, le vrai visage, le visage réel. Je crois que ce symbolisme permet de découvrir le sens très simple du rêve de ma malade. Et cela nous ramène à ce que nous avons vu au sujet du premier rêve. Il y a son visage, son propre visage. Mais derrière celui-ci se profile un autre visage, appartenant à une personnalité plus vaste, à un archétype de personnalité. Pour que sa propre personnalité soit complète et intégrée, elle doit être reliée à cet archétype, cet autre visage, cette orientation plus vaste. C'est ce que l'on pourrait appeler cette référence supérieure de la personnalité. C'est ce que Jung a décrit comme le soi. Dans l'œuvre de Jung, le mandala est le symbole du centre, du but, du soi en tant que totalité psychique. C'est l'auto-représentation du processus psychique de centrage de la personnalité. Mais qu'est-ce que ce mandala? Eh bien, le mandala est une figure que l'on retrouve dans les pays d'Orient. Il y a le mandala hindou, c'est le symbole spatial du Purusha, de la présence divine au centre du monde. C'est un carré qui est subdivisé en carrés plus petits. Il y a des carrés qui ont 4 à 9 cases, qui sont dédiés à Shiva ou à Prithivi. Il y a de grands carrés de 64 et 81 cases. Le ou les carrés élémentaires du centre sont toujours le lieu de Brahma. Et puis il y a le mandala tantrique, qui est un support à la méditation. C'est un carré orienté qui comprend 4 portes contenant cercle et lotus, peuplés d'images et de symboles divins. Enfin, il y a également une tradition tibétaine du mandala, c'est un guide imaginaire vers la méditation. Mais pour avoir plus de précision sur le mandala, je me suis rendu à Chambéry, où le professeur Gilbert Durand a créé une section d'imaginaire qui est rattachée à la faculté de Grenoble. Un mandala, c'est non plus une dualitude, c'est quelque chose de plus compliqué, c'est une quadrupolarité au moins, n'est-ce pas? C'est si vous voulez. Et c'est ça la recherche du soi. C'est le phénomène qu'avait recherché le Moyen-Âge de la quadrature du cercle. Si vous voulez, la quadrature du cercle dans un symbole, cela. C'est presque, je dirais, une question de bouddhisme zen, n'est-ce pas? Comment un cercle peut-il être carré? Comment un carré peut-il être cercle? Une question absurde, a priori. Mais il y a une procédure, même mathématique, par laquelle on se rapproche, n'est-ce pas? On peut arriver à donner une formule mathématique qui permette de faire un carré qui ait la même surface que le cercle. Vous voyez donc que c'est une image, donc, la quadrature du cercle. Cette quadrature du cercle, dont Jung parlera, mais cette quadrature du cercle, finalement, c'est même la figure même du mandala. Un mandala, c'est toujours un cercle, n'est-ce pas, avec un carré, ou un carré avec un cercle à l'intérieur, et aux 4 pôles, ou aux 8 pôles, puisque les 4 pointes du carré, vous avez des divinités qui représentent animus et anima, qui représentent les tensions internes constitutives du soi, et que le soi ne doit pas refuser, n'est-ce pas?
ne doit pas refuser sous peine de ne jamais être constitué, de rester dans un infantilisme, dans ce que les Freudiens appelleraient des stades régressifs. Pour qu'il y ait accomplissement total, il faut l'acceptation des polarités de l'âme. Je prends le mot âme qui blessera certains, c'est un vieux mot romantique, mais qui est bien beau, n'est-ce pas? Des polarités de la psyché. Sinon, il n'y a pas de soi. Le soi doit accepter la part de noirceur, les vierges noires de nos cryptes des vieilles basiliques, qui ont leur raison d'être. Tout cela doit être accepté. Non pas qu'il faille... lorsque Satan est accepté, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, il n'est plus Satan. Dans le livre de Job, justement, sur lequel Jung a médité, il devient un auxiliaire, il devient quelque chose d'indispensable dans l'émergence même du bien. Le dragon est nécessaire au héros, sinon il n'y aurait pas d'héroïsme. Voyez-vous? Alors, c'est ça la conquête du soi. Et elle est figurée graphiquement dans le mandala, qui est une pratique du bouddhisme mahayaniste, surtout tibétain, où on fait le moine, enfin le catéchumène, celui qui veut être initié, dessine ses mandalas avec des sables de couleur ou des poudres colorées, et en le dessinant, il réalise son entrée dans ce qu'on pourrait appeler les parties du soi. Mais il y a des mandalas, il y en a dans toutes les grandes religions. Je pensais à la Kabbale, l'arbre des séphirotes dans la Kabbale. C'est un mandala, n'est-ce pas? Le parcours mystique de l'arbre des séphirotes, le parcours mystique du mandala, le parcours mystique de Sainte Thérèse d'Avila, ou la descente à travers la nuit obscure de Saint Jean de la Croix, c'est un mandala. Les degrés de la montagne du Carmel, c'est un mandala. La cathédrale, avec son labyrinthe dessiné sur les pavés, ou même sans labyrinthe dessiné, elle-même est un ensemble. N'est-ce pas? Est un ensemble dans lequel indissolublement sont liés ou la Trinité, et autour de la Trinité encore bien d'autres choses, c'est-à-dire la Vierge Mère, c'est-à-dire les saints diversement honorés selon les régions, mais peu importe, n'est-ce pas? En réalité, c'est un ensemble. Et le soi personnel, comme le soi d'une société ou d'une église, j'allais dire l'ange d'une société comme l'ange personnel, c'est toujours quelque chose qui est composite. Les vieux auteurs musulmans parlaient de l'archange Gabriel, n'est-ce pas, qui a une aile empourprée, c'est-à-dire une aile qui n'est pas très claire, parce que c'est l'archange de l'humanité. Il a une aile de lumière et une aile plus empourprée, le pourpre étant la couleur pour l'islam de la lune, n'est-ce pas, de cette couleur que nous appellerions nous cendrée. Mais c'est ça le mandala, et c'est ça le soi, n'est-ce pas? Quand l'homme a réalisé cela, il ne s'agit pas de le penser extérieurement. Pour l'instant, je ne suis qu'un savant, je ne suis pas un sage, n'est-ce pas? Je regarde extérieurement. Mais quand on réalise cela en soi-même, quand on réalise qu'il y a une partie, un hindou vous dirait, une partie où la kundalini peut monter dans les chakras supérieurs, n'est-ce pas? Et au contraire, elle se replie dans les chakras inférieurs au niveau du bas-ventre et de la sexualité, c'est ça l'ensemble du soi, n'est-ce pas? Et c'est ça que le mandala réalise spirituellement et que Jung, alors je crois que c'est une des grandes trouvailles, a vu se réaliser chez ces malades en voie de guérison. Lorsqu'il dessinait, spontanément, il venait à cette figure du carré, des polarités divergentes se réintégrant dans un cercle, le cercle du soi. Voilà la signification du mandala. Et lorsqu'on le réalise soi-même, cela, lorsque le malade commence à réaliser cela, il est sur la voie de la guérison, il est sur la voie de la reconquête de ses régressions. Il les transcende et il arrive à être réellement proche de soi-même. Carl Gustav Jung écrit dans Un mythe moderne « Comme l'expérience le montre, les mandalas apparaissent le plus souvent dans les situations de trouble, de désorientation et de perplexité. L'archétype que cette situation, par compensation, constelle, représente un schéma ordonnateur qui vient en quelque sorte se poser au-dessus du chaos psychique, un peu comme le réticule d'une lunette de visée, comme un cercle divisé en 4 parties égales, ce qui aide chaque contenu à trouver sa place, et contribue à maintenir dans leur cohésion, grâce au cercle qui délimite et qui protège les éléments, d'une totalité en danger de se perdre dans un vague indéterminé. Gilbert Durand nous a montré comment le mandala, au départ figure d'Orient, était en réalité une figure que l'on retrouvait également en Occident. Carl Gustav Jung avait écrit dans Das Geheimnis der Goldenen Blüte, mandala signifie cercle, plus spécialement cercle magique. Les mandalas ne sont pas uniquement répandus dans tout l'Orient, ils existent aussi chez nous. Ils sont abondamment représentés au Moyen-Âge, en particulier dans le monde chrétien. Ils sont nombreux au début du Moyen-Âge.
Beaucoup d'entre eux ont le Christ au centre et les 4 évangélistes ou leurs symboles aux 4 points cardinaux. Dans notre émission consacrée aux archétypes, Marie-Louise von Franz, qui a traduit pour Carl Gustav Jung les manuscrits les incunables de l'alchimie, écrits en grec et en latin, Marie-Louise von Franz nous fera un panorama assez complet de toute l'imagerie que l'on retrouve dans les textes alchimiques. Et justement, à Küsnacht, dans la banlieue de Zurich, j'ai demandé à Marie-Louise von Franz s'il y avait une concordance entre le mandala oriental et le dessin de l'alchimie occidentale. Voici sa réponse. C'est tout à fait la même chose, parce que le mandala asiatique est souvent aussi illustré avec l'idée du diamond body, du corps de diamant, par exemple. Un mandala, c'est aussi le diamant intérieur, ou c'est le vajra. Et ça correspond à l'alchimie au lapis. Alors l'alchimie mettait plutôt l'accent sur la forme de la pierre, qui était un cristal, une pierre, une balle d'or, etc. Mais il le représentait en dessin comme mandala. Il disait que c'était la tétramérie, ça avait 4 parts. C'était le problème de la quadratura circuli. Et comme ça, alors il le représentait comme mandala, et il l'appelait leur lapis, la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, c'est absolument identique, c'est la même chose que le diamond body dans les méditations de l'Est. Naturellement, le langage est différent, mais c'est le même archétype, c'est la même idée de faire un noyau immortel qui survivrait la mort et tout. Surtout, mais les Asiates étaient plus conscients que c'était un procès intérieur étant plus introverti. On faisait par méditation en soi-même le diamond body. Les alchimistes croyaient le faire extérieurement dans la matière, mais ils font toujours des allusions qu'on ne peut le faire extérieurement seulement si on le fait d'abord en soi-même. Donc ils ont aussi quand même eu l'idée. Et c'était aussi l'idée de la recherche de l'immortalité, de trouver quelque chose qui reste. Si le mandala est un cercle, nous avons vu que c'était essentiellement un carré. Et là, nous touchons la notion de quaternité. Voici ce que, dans Symbolik des Geistes, Jung écrit. La quaternité est un archétype en somme universel. Elle constitue le présupposé logique de tout jugement de qualité. Pour que l'on puisse porter un tel jugement, il est nécessaire que celui-ci ait un quadruple aspect. Par exemple, pour décrire la totalité de l'horizon, nous nommons les 4 points cardinaux. Il y a toujours 4 éléments, 4 qualités premières, 4 couleurs, 4 castes aux Indes, 4 voies de développement spirituel dans le bouddhisme. C'est pourquoi il y a aussi 4 aspects psychologiques dans l'orientation psychique. À Paris, je demandais à André Virel, qui est psychothérapeute, de nous apporter quelques expressions du soi et de l'individuation dans l'imaginaire. J'ai eu un certain nombre de sujets dont l'imaginaire était tout à fait contradictoire avec leur culture. Je me rappelle de cet Indien qui est venu chez moi pour voir, pour vivre une expérience et qui prétendait atteindre des états de samadhi depuis déjà une 30aine d'années. Et à sa 2e séance d'imagerie mentale, il s'est retrouvé dans le ciel comme un Christ en croix, saignant et pleurant. Au point de vue de son vécu, c'était une image réelle. J'ai eu également des matérialistes fervents, des communistes fervents, qui voyaient avec stupeur surgir dans leur imaginaire, dans leur imagerie mentale, des images de vierges, et ces images banales dont vous parlez, qui étaient le résidu effectivement de leur culture d'enfance contre laquelle ils s'étaient révoltés. Indépendamment de l'image banale, les images traditionnelles peuvent acquérir dans l'imagerie mentale une très grande importance. En fait, cette importance, ce vécu de l'image d'un Dieu unique, d'une image d'un Dieu unique, n'est toujours qu'une phase momentanée de la psychothérapie et qu'un passage possible pour une libération complète de l'homme. Je veux dire par là que lorsque le sujet non seulement a résolu les problèmes les plus importants pour lesquels il venait en psychothérapie, mais passé à un stade où il se découvre lui-même, ce qui est très rare parce que dans la plupart des cas, les sujets qui dorment alors qu'ils venaient en psychothérapie pour ne pas dormir ne reviennent plus.
Il est très rare que quelqu'un continue pour développer sa personnalité, ce qui est au fond le véritable sens de ce qu'on appelle malheureusement à tort la psychothérapie. Dans aucune imagerie mentale, cette libération n'est marquée jamais ni par un Dieu unique, ni par des dieux particularisés. Dans tous les cas, la libération de l'homme se manifeste par un vécu que seul le psychothérapeute, s'il est intuitif, s'il est participant, sent, comprend. Dans tous les cas, il s'agit toujours d'un temps où l'imaginaire cesse d'être un imaginaire d'image. C'est un imaginaire vécu de sensations. C'est l'aboutissement, c'est le débouché vers un certain état où l'homme, lorsqu'il se retrouve les yeux ouverts devant vous, vous dit « quelque chose pour moi a changé, maintenant j'ai pris conscience de mon corps, maintenant je sais qu'une porte est ouverte ». Il n'en dit pas plus, mais vous savez que là, il est passé vers un autre monde et vers une certaine certitude de lui-même. Nous terminerons cette émission avec un extrait de la dialectique du moi et de l'inconscient. Notre soi, en tant que quintessence de tout notre système vivant, non seulement renferme la sédimentation et la somme de toute la vie vécue, mais il est aussi et la matrice, et la semence, et la source, et l'humus créateur de toute vie future, dont la préscience enrichit le sentiment tout autant que la connaissance du passé historique. C'est de ces données psychologiques de base, de ces fondements tournés à la fois vers le passé et vers l'avenir, que se dégage avec légitimité l'idée de l'immortalité. Notre prochaine émission sera consacrée aux notions d'inconscient personnel, d'inconscient collectif et à l'évolution de la notion du rêve depuis Freud jusqu'à Jung. C'était Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, le symbole du soi et l'individuation. Avec la participation de Yolande Jacobi, de Zurich, Heinrich Fierz, médecin, directeur de la clinique et du centre de recherche Carl Gustav Jung à Zurich, Étienne Perrault, docteur Pierre Solier, Élie Imbert, de Paris, Dr Adler, de Londres, Marie-Madeleine Davy, Gilbert Durand, professeur d'anthropologie culturelle et sociale à l'Université de Grenoble et au Centre universitaire de Chambéry, Marie-Louise von Franz, de Zurich, André Virel, assistant de psychologie à la Faculté des sciences de Paris. Cette émission a été réalisée avec le concours de Radio Zurich et de la Südwestfunk. Assistante Marie-Laure Borg. Prochaine émission, lundi 31 août.